Bienvenue chez Microcanap, un nouveau média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, diplômée d'une école de journalisme et fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi toutes les semaines le jeudi pour une émission de société et d'actualité française disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, pour être informé des dernières sorties d'émissions, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Et pour terminer, n'hésitez pas à nous soumettre des idées de sujets à traiter en commentaire. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey! Microcanap! Alors à quoi sert l'argent récolté par les impôts et les taxes? Qui décide des taux de prélèvement? Est-ce que les impôts nous servent à payer notre dette publique qui dépasse actuellement les 3 000 milliards d'euros? Qui paie le plus d'impôts sur le revenu en France? Et qui paye pour qui? L'impôt est-il juste? Je réponds à toutes vos questions en moins de 15 minutes. Premièrement, à quoi servent les impôts? Payer des impôts et des taxes, ça sert à participer au budget nécessaire pour faire fonctionner son pays. D'abord, tout l'argent récolté, entre guillemets, au travers de ces taxes va financer un ou plusieurs besoins. Pour faire simple, les impôts sont un outil de financement et peuvent aussi être un outil pour essayer d'influencer les comportements. Un exemple, la taxe sur les cigarettes. En effet, le gouvernement estime que c'est un moyen de freiner la consommation de cigarettes. Ensuite, en France, l'éducation, l'école gratuite, les salaires des profs, l'entretien des écoles et toute autre chose, la défense, donc les salaires des juges, des policiers, la santé, l'hôpital, les salaires des infirmiers, et tout ça, c'est gratuit, entre guillemets. L'État vient également en aide aux plus démunis. Par exemple, quand on est en difficulté, au chômage par exemple, on perçoit des aides. Et pour tout ce que je viens de citer, il faut de l'argent et il ne vient pas de nulle part. Cet argent, l'État le récolte en grande partie avec les impôts et les taxes auprès des citoyens et des entreprises. Et avec l'argent récolté, l'État gère, entre guillemets, des services ouverts à toutes et à tous. Mais alors, quels sont les types d'impôts et les types de taxes en France? Il en existe plusieurs. Je vais vous parler des principales taxes et des principaux impôts en France. Le premier, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif, c'est-à-dire que plus on gagne de l'argent, plus on est prélevé à un taux élevé. Et depuis janvier 2019, l'impôt est prélevé chaque mois directement sur le salaire et il est reversé à l'État par les entreprises. C'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Alors, quelle part représente-t-il dans le budget des Français? De 0 à 1% pour les plus modestes et environ 8% pour les plus riches. Avant de continuer, je tiens à préciser que la plupart des autres impôts en France sont proportionnels, c'est-à-dire que c'est un impôt dont le taux est le même pour tout le monde, peu importe le niveau de revenu. Parmi ces taxes à impôts proportionnels, il y a la taxe sur la consommation, c'est ce qu'on appelle la TVA. On paye toutes et tous la même TVA à hauteur de 20%. C'est pour cela que l'on peut entendre dans certains discours que la taxe sur la consommation prend une part plus importante sur les revenus des plus pauvres et une part moins importante sur le revenu des plus riches. Ensuite, nous avons les cotisations sociales. Donc, les cotisations sociales donnent accès à des services de la sécurité sociale comme la retraite et l'assurance chômage, par exemple. Elles sont proportionnelles au salaire, mais seulement jusqu'à un certain point. Leur part diminue pour les 30% les plus riches. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Il y a deux raisons à cela. Parmi les plus riches, il y a plus de retraités et de travailleurs indépendants. Et deuxième raison, les plus riches ont proportionnellement moins de revenus salariales que de revenus de capital. Donc des loyers, des dividendes par exemple. Et les cotisations sociales, elles sont uniquement prélevées sur les salaires. Il existe ensuite les impôts sur les sociétés qui sont proportionnels sur les bénéfices des entreprises. Et enfin, les impôts de production. Donc ce sont des sortes de taxes sur la production. Et ces impôts, ils sont eux aussi proportionnels. Alors, il existe d'autres impôts dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui car j'ai décidé de vous citer ceux qui concernent le plus de monde en France. Maintenant, parlons de qui décide des taux de prélèvement. C'est l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, qui fixe les taux. Normalement, dans une démocratie, c'est le Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs-sénatrices, qui décident de l'augmentation ou non des taxes et des impôts. Puis l'exécutif, ensuite, lui, il est là pour faire appliquer ce que le Parlement a décidé. À ce sujet, j'aimerais contextualiser avec l'actualité de ce début d'année 2024. Des responsables politiques ont réagi à la suite des publications de l'INSEE concernant la dégradation des comptes publics. En effet, le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023. Et à la suite de cela, le gouvernement a annoncé 10 milliards d'euros de coupes budgétaires pour 2024 et 20 milliards de coupes pour 2025. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, de Renaissance, s'est dite en faveur d'une augmentation de la taxation, notamment des superprofits. Tandis que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé quant à lui faire revenir le déficit public français sous les 3% en 2027, sans augmenter les impôts. Le président de la République, Emmanuel Macron, affirme lui aussi qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors qu'en est-il réellement ?
Eh bien, nous le saurons dans les semaines à venir, puisque les Républicains ont lancé une commission d'enquête parlementaire sur les causes du déficit et sur les conséquences de la croissance de la dette sur le pouvoir d'achat des Français. Somme toute, l'exécutif va-t-il suivre les recommandations de la commission parlementaire concernant les taxes et impôts s'il y en a? Alors revenons aux impôts. Est-ce qu'ils nous servent à payer notre dette publique qui dépasse 3 000 milliards d'euros? Avant toute chose, il ne faut pas confondre déficit et dette. Un déficit, eh bien, ça concerne le solde annuel des dépenses et des recettes. Il est forcément négatif car nous avons plus de dépenses que de recettes. Je le répète, le déficit concerne une année. Alors qu'une dette correspond au total des emprunts contractés, c'est-à-dire que c'est une accumulation des déficits des années passées. Alors, est-ce que les impôts nous servent à payer notre dette publique? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai interviewé Marc Pourroy, professeur d'économie à l'université de Poitiers. Il m'expliquait que le montant de la dette est élevé car nous continuons à nous endetter. Et ça, eh bien, ça nous coûte cher parce qu'il y a des intérêts et des coûts liés à cette dette. Comme lorsque vous faites un prêt à la banque, eh bien, il y a des intérêts à payer, par exemple. Alors oui, une partie de nos impôts vont nous servir à financer la dette, c'est-à-dire à payer les intérêts, par exemple. Il est important pour la France de montrer qu'elle est capable de stabiliser la dette ou de réduire le déficit public pour plusieurs raisons que je ne vais pas citer, ou expliciter en tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors la France, pour stabiliser la dette ou faire évoluer le déficit public, eh bien, elle peut faire évoluer ses sources de financement et elle peut être amenée à faire changer la pression sur telle ou telle taxe ou sur tel ou tel impôt. D'où l'intérêt de voter lors des élections. En effet, un gouvernement, en fonction de son orientation politique, va choisir d'augmenter telle ou telle taxe et d'en faire descendre une autre. Et ces mesures n'auront pas le même impact sur toutes les classes sociales. Prenons l'exemple fictif des heures supplémentaires. Une mesure de droite tendrait à maintenir le taux des taxes sur les heures supplémentaires, tandis qu'une mesure de gauche tendrait à augmenter les taxes sur les heures supplémentaires pour inciter les entreprises à ne pas faire travailler plus leurs salariés. Mais alors, pourquoi les prélèvements augmentent alors que la dette publique ne baisse pas? Eh bien, selon Marc Pourroy, professeur d'économie à l'université de Poitiers, la raison de ce décalage est due au montant des besoins qui augmente constamment et de manière continue. Par exemple, nous passons plus d'IRM qu'avant et cela a un coût. La deuxième raison, c'est qu'il y a un focus sur quelques services régaliens qui vont mal, entre guillemets, comme la police, l'armée, la justice et l'éducation. Toujours selon Marc Pourroy, ces secteurs ne vont pas bien car cela fait des années qu'ils ne sont pas assez financés. Et je cite, « On run sur des dépenses alors qu'on a créé beaucoup d'autres prestations à côté. » Par exemple, avec le Crous et les repas à 1 €. Eh bien, cet argent, en fait, il est redistribué d'une certaine manière aux étudiants et donc on ne redistribue pas cet argent pour les rénovations de bâtiments ou les augmentations de salaire, par exemple. Alors, qui paye le plus d'impôts sur le revenu en France? Eh bien, tout d'abord, et selon les chiffres publiés à la mi-avril par la Direction générale des finances publiques, eh bien, en 2024, moins de la moitié des Français paient l'impôt sur le revenu. Pour être précise, ils sont 44,7% à payer cet impôt, alors qu'ils étaient plus de 60% dans les années 70 et 80. Alors comme je disais plus tôt, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif, c'est-à-dire que plus on gagne de l'argent, plus on est prélevé à un taux élevé. Et en France, une personne n'est pas imposable si elle déclare moins de 11 294 € de revenus annuels. C'est la Direction générale des finances publiques qui choisit le montant du revenu minimum net imposable. Pourtant, même si un contribuable gagne plus de 11 294 € par an, il n'aura pas nécessairement d'impôt à payer. Et cela dépend de plusieurs dispositifs que je ne vais pas vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors maintenant, qui paye le plus d'impôts sur le revenu en France? Les impôts prennent une part plus importante dans le revenu des plus pauvres, soit 68%, que dans celui des plus riches, soit 54%. Par contre, si on regarde le montant des impôts versés en euros et non pas en proportion, eh bien 7 000 € sont versés en moyenne par les plus pauvres, contre 70 000 € par les plus riches. Par contre, une fois l'impôt prélevé, il ne reste plus que 3 300 € par an aux plus pauvres, contre 70 000 € pour les plus riches. Alors on ne peut pas parler d'impôts sans parler de redistribution. Comme je disais plus tôt, l'argent récolté permet de donner accès à des droits comme le RSA, les allocations familiales et la retraite par exemple. Et en France, les plus pauvres bénéficient le plus de cette redistribution, mais pas les plus riches. En France, le revenu annuel disponible des 10% les plus pauvres augmente après redistribution des prestations et passe d'environ 10 480 € à 28 000 € parce que la personne a bénéficié de prestations familiales ou d'aide au logement par exemple. Pour les 10% les plus riches, le niveau de vie, il baisse et il varie de 133 000 € à 87 000 €. Somme toute, les plus pauvres perçoivent plus qu'ils ne donnent et les plus riches donnent plus qu'ils ne perçoivent. Alors l'impôt est-il juste? Faut-il de l'équité entre les riches, les moins riches, les plus pauvres et les moins pauvres?
C'est une question qu'il est nécessaire de se poser, mais aussi qu'il est nécessaire de nuancer, puisque la réponse est plus compliquée qu'un simple oui ou non. Cela dépend de la politique choisie, du contexte des finances publiques actuelles, et encore une fois, cela dépend du type de société voulu et de quel degré de solidarité chaque citoyen souhaite pour son pays, d'où, et je le répète, l'importance de voter aux élections législatives ou aux élections présidentielles, par exemple. Encore une fois, l'impôt aussi est une source de changement de la société, et outre l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et la TVA jouent des rôles majeurs dans la recette fiscale de l'État. En 2023, l'impôt sur le revenu a généré 82,1 milliards d'euros, tandis que les contributions sociales ont rapporté 141 milliards et la TVA plus de 200 milliards. Les prélèvements sont plus élevés chez les revenus modestes en raison du poids de la consommation, et l'impôt sur le revenu apporte de la progressivité au système fiscal, affectant principalement les contribuables aisés. Pour résumer, l'argent récolté par les impôts et taxes permet une redistribution des plus riches vers les plus pauvres et permet également un transfert des 40-60 ans vers les moins de 25 ans, par exemple avec le RSA, et vers les plus de 65 ans, par exemple avec les retraites. Cette récolte, elle permet également de contribuer aux dépenses de l'État et aux prestations sociales. Aussi, il n'y a pas que l'argent, il y a des prestations en nature, ce qu'on appelle des dépenses collectives comme la police ou la justice. Et il y a aussi ce qu'on appelle les transferts en nature individualisables, comme par exemple l'éducation gratuite, les aides au logement, le remboursement de l'assurance maladie, par exemple. Et ces prestations, elles profitent à toutes et tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous proposer des idées de sujets en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap!